vous apprenez le français, mais dès que vous parlez avec des natifs, vous notez rapidement que le français de tous les jours est très différent du français que vous avez appris. C'est vrai, il y a des choses à savoir tant pour comprendre le français ou pour le parler plus naturellement. Et souvent, c'est la difficulté qu'ont beaucoup d'élèves à s'adapter au français parlé. Que ce soit dans les séries françaises, les films français, ou même tout simplement dans la vie de tous les jours, il est présent partout. Le vocabulaire, les expressions, la prononciation des mots, la manière de structurer la phrase, les mots coupés, les abréviations, la manière de poser des questions, tout peut changer dans le français parlé. Alors, pas de panique, vous n'êtes pas obligé de tout savoir. Ici, je vais vous donner des petits conseils, des nouveaux mots, des expressions et tous les éléments que je considère essentiels à savoir si vous souhaitez avoir des conversations plus naturelles en français. J'ai choisi les choses indispensables à savoir, c'est-à-dire ce que vraiment tous les Français utilisent de manière inconsciente. Alors, on va parler pas mal de prononciation, un peu de grammaire et de vocabulaire aussi, liés au français parlé. Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Tout d'abord, avant de commencer, je vous invite à regarder la transcription de cet épisode pour vous permettre de mieux assimiler les petites particularités du français parlé. Allez, on y va. Alors, on va commencer à parler de la lettre E. C'est une lettre qu'on coupe énormément en français. On dit qu'on la fait tomber. Dans certains mots, c'est comme si elle n'existait pas alors qu'elle est bien écrite. Bien sûr, il y a le « e » en fin de mot qu'on ne prononce jamais. Bon, pas tout le temps. Ça dépend en fait. Alors, à quel moment savoir si vous devez prononcer ou non le « e » en fin de mot? En fait, ça va dépendre de l'accent de la région. Dans le sud, vers Marseille, il y a plus de chances d'entendre le « e » en fin de mot. Par exemple, ils vont dire plutôt « voiture », alors que dans d'autres régions, dans un langage courant, les Français vont plutôt le faire « tomber », c'est-à-dire l'enlever. On va dire « voiture », sans prononcer le « e ». Voiture, voiture. Vous voyez, il y a une différence. Et puis, quand le « e » est placé au milieu d'un mot, entre deux consonnes, on ne va pas le prononcer. Par exemple, les mots « maintenant »,« maintenant ». À l'écrit, c'est un mot à 3 syllabes et à l'oral, c'est un mot à 2 syllabes. Vous voyez ? Maintenant, maintenant. C'est la même chose pour « à demain », à demain. Heureusement, heureusement. Médecin, médecin. Samedi, samedi. Ok ? Maintenant, écoutez bien cette phrase avec l'utilisation de la transcription. Vous allez détecter quand je fais tomber les « e ». Heureusement, je vais chez le médecin samedi. Heureusement, je vais chez le médecin samedi. Vous avez remarqué quelque chose ? J'ai aussi fait tomber le « e » de « je », le pronom personnel.
Au lieu de dire je vais, j'ai dit je vais. Ici, la prononciation du je se transforme un peu en che. Écoutez, je vais. Il en est de même si vous utilisez d'autres verbes. Par exemple, le verbe savoir. Je sais se transforme en je sais, voire même chez. Souvent, on supprime la lettre E quand elle est dans de petits mots, tels que je, mais aussi le et de. Pour l'article défini le, on va prononcer le E quand on commence la phrase par celui-ci. Par exemple, le fromage, j'adore. Alors que quand il est au milieu de la phrase, on va le supprimer. Écoutez, j'adore le fromage. Vous voyez ? Je n'ai pas dit j'adore le fromage. J'ai dit j'adore le fromage. On entend à peine le L, mais il est important de le prononcer. J'adore le fromage. C'est la même chose quand le est un complément. Par exemple, je le sais se transforme en je le sais. Je le sais. On a une autre option, c'est une petite particularité, mais c'est très probable que vous l'entendiez. C'est je le sais. Je le sais. Ok ? Donc, ici, on n'est pas obligé de faire tomber le E du je. Donc, vous voyez, on a deux options ici. Je le sais ou je le sais. Donc, si on résume, on va dire je au lieu de je. Le au milieu de la phrase se transforme en L apostrophe. Et par exemple, quand on va dire cette phrase « Je le vois samedi », on va dire « Je le vois samedi » ou « Je le vois samedi ». Je le vois, je le vois. Je le vois, je le vois. Vous avez deux options. Et ça va être pareil pour le mot « de » quand il est placé entre deux mots. Champ de Mars se transforme en champ de Mars. Haut de gamme se transforme en haut de gamme. Je vais vous donner un autre exemple, et là, au niveau de la prononciation, soyez attentifs, car on a l'impression que le « de » est complètement supprimé. Donc, l'exemple, c'est un pas de danse. Il va se transformer en pas de danse. Pas de danse. En fait, on allonge le D, mais le de reste très subtil. On l'entend, mais pas trop. C'est parce qu'il est suivi d'un autre D par la suite, le D de danse. Pas de danse. Pas de danse. Il y a autre chose qu'on vous dit de pratiquer dans les écoles de français, c'est l'utilisation du nous. En fait, le nous, les Français, on va l'utiliser surtout à l'écrit et très très rarement à l'oral. Peut-être vous le savez déjà, mais le nous se transforme en on. Ce on va l'utiliser à la troisième personne du singulier. On ne va pas dire nous mangeons maintenant, mais on va plutôt dire on mange maintenant. Et c'est valable partout. L'exception sera peut-être des contextes très formels. Et encore, franchement, vous entendrez tous les Français utiliser on. Alors, pratiquez-le dès maintenant. Autre chose un peu bizarre que tous les Français utilisent, ça va être le c'est, C''EST, pour décrire quelque chose ou quelqu'un. Par exemple, si vous parlez d'un groupe de personnes, normalement, on vous apprend à dire « ce sont des Français » au pluriel. Mais ici, on va dire « c'est des Français ». Même si français est pluriel, ici, les Français ont pris cette tendance à dire « c'est » au lieu de « ce sont ». Et c'est la même chose si vous dites « c'est eux » pour faire référence aux Français. Au lieu de dire « ce sont eux »,
qui aurait été plus grammaticalement correct? Eh bien non, les Français ont décidé de changer. On doit dire cette. Donc si vous êtes avec des Français, soyez attentifs à ça. Vous allez voir, tout le monde le dit. La manière de poser des questions peut varier aussi en fonction du contexte, mais dans le langage parlé. Les Français utilisent presque la même structure informelle. Par exemple, les Français ne vont pas dire « où tu es ?» « Où tu es ?» Non, personne ne dit ça. Mais ils vont plutôt dire « tu es où ?»« Tu es où ?» Ok ? C'est-à-dire que ça va être inversé. Et si vous regardez bien, c'est le même ordre que si c'était une affirmation. Sujet, verbe, complément. Où tu es fait très formel. Et sincèrement, on ne pose plus la question de cette façon, avec le « ou » au début de la question. Pareil avec ce type de question qui commence par « qu'est-ce que ?» Qu'est-ce que? Par exemple, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est un peu long, un peu lourd. Alors, on va plutôt dire tu fais quoi? Tu fais quoi? Mais attention à l'utilisation du quoi, qui peut être très mal vu dans le monde professionnel. Donc, tu fais quoi? Ce sera mieux de l'utiliser avec des amis ou des personnes plus ou moins proches et de l'éviter au travail. En tout cas, au début, s'il n'y a pas de vraie confiance avec les collègues. Au travail, vous pouvez poser la question « Qu'est-ce que tu fais ?» Au début, c'est mieux. On ne prend pas de risque. Ça montrera un peu de retenue et de distance et ça sera apprécié. En parlant de questions, quand on utilise les formules avec « qu'est-ce que », le « que » à la fin de « qu'est-ce que » disparaît. Donc, on reprend notre exemple précédent. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, les Français vont couper le « que ». Et alors, ils vont dire « qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ?» Avant, c'était « qu'est-ce que tu fais ?» Et maintenant, « qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ?» Il existe d'autres contractions dans le langage de tous les jours en français. Vous vous rappelez, je vous ai dit que les Français disent « tu es où ?» au lieu de « où es-tu ?» Quand les Français parlent à la deuxième personne du singulier, ils vous font la contraction du « tu » en enlevant le « u » quand le mot qui suit commence par une voyelle ou un H muet. Ça donne « t'es où ?» Ok ? On passe du « tu es où ?» à « t'es où ?» La même chose avec « tu aimes ça ?» On va dire « t'aimes ça ?» Un autre exemple, « tu habites où ?» On va dire « t'habites où ?» On supprime le « i » de « qui » aussi. Par exemple, dans la question « c'est toi qui as fait ça ?» C'est toi qui as fait ça? Qui est suivi de « a », le verbe « avoir » conjugué à la deuxième personne. Quand « qui » est suivi par un mot qui commence par une voyelle ou un H muet, on enlève le « i » à l'oral. On ne va pas dire « c'est toi qui as fait ça », mais plutôt « c'est toi qui as fait ça ?» « C'est toi qui as fait ça ?» D'autres lettres tombent, c'est le cas du « L » de « il » au pluriel, le pronom « il » au pluriel. Vous pouvez écrire « ils disent », mais tous les Français préfèrent dire « ils disent », sans prononcer le « L ». Ils disent, ils disent, ils disent. Ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. Vous voyez, le « L », on l'enlève. Il en va de même pour le « il » au singulier. Il fait froid, il fait froid. Très courant aussi d'entendre « y a » au lieu de « il y a ». Et puis, j'en ai noté un autre, très utilisé, c'est « il faut que ». On va dire directement « faut que », « faut que j'y aille », « faut que je le fasse », « faut que », ok ?
Je ne suis pas en train de dire un gros mot anglais, attention. Puis, les lettres EL disparaissent dans le mot celui. Vous savez, quand vous montrez quelque chose, quand vous signalez quelque chose, vous dites généralement celui-là. Eh bien, les Français vont plutôt dire celui-là. Tiens, je vais prendre ce pantalon. Oui, oui, celui-là, celui-là. Et vous savez ce que ça veut dire? Je sais pas. C'est la contraction de je ne sais pas. En fait, à chaque fois qu'ils utilisent la négation, les Français suppriment le ne. Et ça, c'est tout le temps. Donc, je ne sais pas va devenir je sais pas. Et avec le e qu'on enlève, quand on parle à l'oral, le e de je, alors on va dire je sais pas, voire même je sais pas. Ok, je répète. Je ne sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Donc on va terminer en disant je sais pas. Maintenant, voyons comment le vocabulaire change avec le langage parlé. On a d'autres contractions avec plein de mots, mais il y en a que vous utiliserez tout le temps et qui sont très utilisés. Tout à l'heure, peut-être et s'il te plaît. Ces 3 mots. Le premier, tout à l'heure, se transforme en tout à l'heure. Tout à l'heure. Par exemple, si quelqu'un s'en va, mais revient bientôt, au lieu de dire à tout à l'heure, vous pouvez lui dire à tout à l'heure. À tout à l'heure. Peut-être se transforme en peut-être. Peut-être. Je ne sais pas. Ou je sais pas. Peut-être. Je sais pas. Peut-être. Et s'il te plaît se transforme en s'il te plaît. Attention, uniquement si vous tutoyez quelqu'un. Sinon, ce sera s'il vous plaît. Et pour celui-ci, ou celui-ci, il n'y a pas de contraction. Juste pour s'il te plaît. Ce sera s'il te plaît. Tu me passes le pain, s'il te plaît? Tu me passes le pain, s'il te plaît? Et puis, il y a les mots raccourcis. Alors, pour cela, je vais vous dire ceux que j'utilise tout le temps. Après-midi, après-midi. Cet après-midi, on va dire cet après-midi. Cet après-midi. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez faire une question comme on se voit cet après-midi? On se voit cet après-midi? On se voit cet après-midi? Quand il y a des plats que vous détestez, on utilise l'adjectif dégueulasse de manière informelle. On va plutôt dire dégueu ou deg. C'est dégueu ou c'est deg. C'est assez informel. Faites-le avec des amis proches. Sinon, vous pouvez dire juste dégoûtant. Ok, c'est moins familier. Pour parler de là où vous vivez, il y a des mots raccourcis tels que un colocataire. Vous savez, c'est une personne avec qui vous partagez un appartement. Ici, on dira un coloc. Et l'appartement se transforme en appart. Et dans l'appart, vous pouvez trouver la clim pour dire la climatisation. Ou alors le frigo pour dire le réfrigérateur. Personne ne dit réfrigérateur en français. C'est beaucoup trop long. Frigo, plus facile. Pour les lieux publics, sinon, vous avez le resto pour le restaurant. Ça, tout le monde le dit. Et puis, il y a l'hosto pour l'hôpital. Et enfin, un que je trouve assez drôle, c'est le mot cata. Cata, qu'est-ce que c'est? Vous avez peut-être dû deviner, je ne sais pas. Si vous entendez, c'est la cata, ça veut dire que c'est la catastrophe. C'est une expression très française. C'est la cata, c'est la cata. D'autres choses qui font très français, c'est l'utilisation des tics de langage, comme bah, voilà, du coup, genre, en fait, vous savez, vous avez peut-être déjà entendu ça. J'ai des élèves qui en utilisent certains, souvent parce qu'ils écoutent de manière quotidienne et ça leur reste. C'est-à-dire qu'ils peuvent les utiliser inconsciemment parfois. Alors, je parle pour des niveaux peut-être un peu plus avancés ici,
car ça demande déjà une bonne maîtrise de la langue pour savoir quand et comment les ajouter dans vos conversations. Mais déjà, il faut comprendre pourquoi on les utilise. Alors, par exemple, l'expression « du coup », en fait, ça veut dire « donc ». Vous l'utilisez quand il y a une cause et une conséquence. Elle a bien étudié le mois dernier, du coup, elle a obtenu de bons résultats. Ok ? En début de phrase, c'est possible d'utiliser « du coup » aussi. Quand on veut se mettre d'accord sur quelque chose, par exemple, « du coup, comment on s'organise ?» La même chose avec « alors ». Alors, comment on s'organise ? Vous pouvez mélanger les deux. Alors du coup, comment on s'organise ? Le du coup est beaucoup plus fréquent. Et quand on ne sait pas quoi dire en français, qu'on réfléchit à ce qu'on dit, par exemple, si on veut commencer une explication, mais on ne sait pas trop comment, on peut faire alors du coup, ok ? Vous pouvez commencer à le faire quand vous réfléchissez à ce que vous voulez dire en français. Un autre tic que les Français utilisent tout le temps et qui a plusieurs significations, c'est « voilà ». Voilà peut être utilisé dans le sens « tiens ». Quand on donne quelque chose dans la main de quelqu'un, « tiens, ta fourchette et ton couteau. Tiens, prends. Tiens, je te le donne ». Donc on va dire « voilà ». Si vous ne savez pas terminer vos phrases, utilisez « voilà » aussi. Après une longue réponse, par exemple, vous faites ça. Et c'est tout. Voilà. Ou après une longue histoire. Vous savez, vous avez beaucoup parlé et vous ne savez plus quoi dire. C'est tout. Voilà. Et là, vous paraîtrez super français. Et très souvent, on l'utilise pour confirmer ce que dit votre interlocuteur. Par exemple, « ah oui, voilà, c'est ça ». Ou alors, « voilà, exactement ». Voilà, vous confirmez. Un autre mot, il y a le mot « genre ». Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais il est très utilisé chez les jeunes et maintenant assez répandu dans le langage parlé en général. Par exemple, vous parlez de quelqu'un et vous dites « il était genre vraiment en colère ». Vraiment. Il était genre... ok, vous commencez cette phrase, ça veut dire, en anglais, des États-Unis, ils disent like. C'est vraiment l'équivalent de like. It's like, il était genre, ok. Et il y en a que j'ai vu chez des amis français quand ils se justifient de quelque chose. Ils utilisent une expression, c'est non mais en fait. Non mais en fait. Par exemple, avec ce type de phrase, tu m'écoutes ou pas ? Et l'autre dit, non mais en fait, tu ne parles pas assez fort. En fait, quand vous entendez un Français commencer une phrase avec non mais en fait, c'est peut-être qu'il essaie de trouver une excuse. Continuons avec le vocabulaire. Vous savez, en français, on utilise plusieurs mots pour dire la même chose quand le contexte change. Par exemple, un travail se transforme en taf ou boulot dans le langage familier, ou ce qu'on appelle l'argot. Dans l'argot français, il y a des mots qui vont avoir une consonance plus forte que d'autres, c'est-à-dire plus familière. Mais il y en a beaucoup que les Français utilisent de manière tout à fait normale. En fait, maintenant, certains sont entrés dans le langage courant. Par exemple, si on prend les premiers mots que vous avez appris, oui et non en français. Dans le langage parlé, les Français vont dire ouais et non. Je vous les répète. Oui se transforme en ouais et non se transforme en non. Non, 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 non. C'est un poil différent. D'ailleurs, c'est curieux. Si vous dites non, ça paraît très dur, très sérieux, très autoritaire. Alors que non sera plus soft et plus courant. Non, non merci.
non merci, ça fait très dur. Et non merci, beaucoup plus soft, beaucoup plus courant. Un qu'utilisent souvent mes élèves, mais qui n'est pas vraiment correct, c'est de dire « je ris ». On va plutôt dire « j'ai rigolé » ou « j'ai beaucoup rigolé ». On va utiliser le verbe « rigoler » ou alors aussi on peut dire « je me suis bien marré » avec le verbe « se marrer ». Et si vous voulez dire que vous faites une blague à vos amis français, par exemple, on dira « je plaisante ». Non, je plaisante, c'est une blague. Okay. En parlant d'amis ou de copains, les hommes français ne disent jamais « un copain à moi » pour parler d'une personne avec qui elle a une relation amicale. Familièrement, ils diront « un pote ». Bon, il y en a plein. Un restaurant se transforme en resto, un livre se transforme en bouquin. Si vous êtes en soirée, que vous voyez des personnes qui ont bu un peu trop d'alcool, vous pouvez dire qu'ils sont bourrés au lieu de dire ivres. Et si la soirée était super, vous direz que la soirée était ouf. Alors, utiliser le langage parlé en français avec des natifs peut être un défi, mais aussi une excellente manière de progresser rapidement et de s'intégrer. Je vous conseille d'écouter attentivement les natifs. Si vous n'en connaissez pas encore, familiarisez-vous avec des vidéos YouTube ou même des séries télévisées en français. Ça peut vous aider. Aussi, si vous écoutez mon podcast régulièrement, essayez de détecter mes tics de langage. Ça sera intéressant de voir vos réponses en commentaire. Donc n'essayez pas d'être trop formel ou de parler comme dans les livres. Le langage parlé est souvent plus direct et simplifié. Vous voyez par exemple, au lieu de dire « je voudrais savoir si vous pourriez m'aider ». Ouf, c'est long. Hein. Vous pouvez dire « tu peux m'aider » ou « vous pouvez m'aider ». Ne vous prenez pas la tête à savoir à quel moment vous devez faire les contractions. Apprenez celles dont je vous ai parlé et pas plus pour l'instant. Le reste, ça sera votre écoute qui fera la différence. Voilà, tiens, voilà, vous voyez, un tic de langage. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu et qu'il peut vous servir à vous ou à d'autres personnes que vous connaissez. Si c'est le cas, merci de le partager. Et surtout, pour cet épisode, encore une fois, n'hésitez pas à utiliser la transcription gratuite. Ça vous aidera à relire les éléments de langage parlé que je vous ai commentés. En plus des flashcards pour le vocabulaire, pour écouter l'épisode. Comme ça, vous aurez tout. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté jusqu'à la fin de cet nouvel épisode. N'oubliez pas, il faut 3 ans pour apprendre à parler et toute une vie pour apprendre à écouter. À la semaine prochaine les amis. Ciao.